Donc, je rejoins mes deux collègues ici sur le fait que le néolibéralisme, en fait, c'est un processus de restauration du pouvoir d'une certaine élite et l'économie, en fait, l'asymétrie de l'économie financière qui fait qu'il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent et c'est pas les mêmes, fait que ça fait juste participer justement à cette restauration du pouvoir. Donc, ma présentation, en gros, va être divisée en deux. Je vais commencer par vous parler un peu des classes dominantes au Québec et de leurs véhicules politiques. Et ensuite, je vais passer à la théorie un peu, ou ce que l'IRIS voit dans le néolibéralisme comme restructuration de l'État au bénéfice de la classe dominante, grosso modo. Donc, chose certaine, quand on regarde les dernières crises qui ont eu lieu, ce qu'on voit, c'est que le capitalisme rebondit très vite et qu'on en vient presque à se demander si le capitalisme n'est pas too big to fail. On semble avoir tellement peur de la déstructuration de la société et du vivre ensemble qu'on essaie de sauver le capitalisme à tout prix. Alors moi, j'ai trouvé ça très... je suis un peu jeune et naïve, donc en 2008, quand il y a eu la crise et que j'ai vu justement tous les gouvernements et tous les commentateurs économiques parler d'une crise, remettre en question le capitalisme, j'y ai cru pendant quelques minutes. Jeune et naïve. Donc maintenant, malheureusement, j'ai l'impression que ça va prendre une beaucoup plus grosse crise et une crise qui ferait très mal aussi socialement. Donc, si on arrive à une crise qui déstructure assez le capitalisme pour qu'on puisse faire des réformes et changer le système économique et social dans lequel on va être, ça risque de ne pas être très beau, mais à moyen et long terme, on pourrait en sortir gagnant. Le problème, c'est le court terme qui n'est pas très beau, auquel on essaie d'éviter le plus possible. Donc, je reviens à ma présentation. L'élite politique et l'élite politique, comme porte-voix de l'élite économique. Donc, il y a trois parties principales sur la scène provinciale au Québec qui sont les véhicules de l'élite économique ou de l'élite en général, la classe dominante, le Parti libéral du Québec, bien sûr, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Et les trois, dans leur histoire et dans leurs propositions, s'adressent à des gens un peu différents, avec une proposition de société qui est un peu différente, mais au final, tout le monde se rejoint dans le néolibéralisme. Pour le Parti libéral du Québec, c'est surtout le véhicule de la vieille économie, les grands entrepreneurs. On pense par exemple à Paul Desmarais, un exemple un peu classique. Paul Desmarais de Junior, maintenant. Au Génie Conseil, on voit ce qui se passe à la commission Charbonneau, les liens qu'il y a entre le politique et l'économique avec le Parti libéral principalement. Le monde des finances aussi, les grands financiers, etc. Donc, ce lien entre le Parti libéral et cette vieille économie et cette élite économique fait que le parti va avoir tendance à favoriser, par exemple, les partenariats publics-privés pour pouvoir donner les contrats à leurs amis et de participer aussi à la déprofessionnalisation de la fonction publique, et je vais y revenir tantôt, c'est-à-dire on va enlever des dossiers à la fonction publique, on va les dispatcher dans le secteur privé et comme ça, on est capable encore de faire bien rouler l'économie. Dans le fond, le lien entre le Parti libéral et la classe dominante, c'est d'essayer de... l'élite économique utilise le Parti libéral du Québec pour essayer de transformer l'État à son avantage. Pour ce qui est du Parti québécois, c'est un peu l'inverse. C'est le Parti québécois, l'élite politique va utiliser son pouvoir politique pour pouvoir essayer de transformer l'économie pour que ce soit à son avantage. Donc, le Parti québécois, c'est plus une élite qui est un peu technocratique. On pense un peu à la Révolution tranquille et un peu au changement qu'il y a eu dans la fonction publique avec l'arrivée du Parti québécois au pouvoir. Il y a une alliance entre les experts publics, les experts de la fonction publique et le monde des affaires parce que dans une perspective nationaliste, ça ne cachera pas, le Parti québécois est quand même un parti d'abord nationaliste. Donc, essaye de faire... mettre en valeur des champions québécois, de dynamiser l'économie en ayant des entreprises québécoises qui vont réussir à performer sur la scène internationale. Ce qui a la conséquence un peu d'avoir une attitude détruisons notre propre planète avec nos propres moyens. Donc, on vient un peu avec Anticosti, on vient avec tout ça.
Donc là, c'est ça, c'est l'élite politique qui utilise les leviers économiques à son avantage en essayant de favoriser une certaine élite et une certaine classe dominante dans une perspective nationaliste. Ensuite arrive le parti Coalition Avenir Québec, qui arrive en dernier et qui est un peu le parti où se retrouvent l'élite dominante, l'élite économique naturelle des deux autres partis, mais qui sont un peu désabusés, qui ne se retrouvent pas, qui ont l'impression de ne pas avoir leur place. C'est le parti pas mal du Québec Inc. Donc, le Parti québécois a pris des mesures pour faire émerger le Québec Inc. Et ensuite, le Québec Inc. ne se retrouve pas nécessairement dans le Parti québécois et s'en va voir du côté de la CAQ s'il y aurait une place pour lui. C'est un parti qui est le parti des self-made men, beaucoup. C'est le parti du gros bon sens. On pense par exemple, il n'est ni à gauche ni à droite. Ils veulent faire le ménage dans la fonction publique. C'est la charte des contribuables parce que qui parle des contribuables? Personne ne parle jamais des contribuables. C'est notre oncle entrepreneur qui a réussi dans les affaires sans l'aide de personne, oubliant du même coup qu'il y a une structure juridique, économique et sociale qui lui a permis de bâtir son entreprise à la sueur de son front. On ne va pas lui enlever ça, il y a eu de la sueur, mais l'existence de la société ne peut pas être évacuée pour expliquer son succès. Mais bon, la CAQ va aller chercher ce type de personnes-là. Mais, bon, avec le succès mitigé de la CAQ présentement, puis lors des élections, ça va nous permettre de voir s'ils vont réussir à garder cette partie de l'élite de la classe dominante, ou si les personnes qui ne retrouvaient plus dans le PLQ et dans le PQ ne vont pas finalement se retrouver de nouveau dans ces partis traditionnels-là et avoir un retour au bercail de la part des désabusés de la CAQ. Ça, en gros, c'est les trois partis importants et leur vision rapide de l'économie. Et là où ils se retrouvent tous les trois, c'est vraiment dans une conception de l'État qui est même dans la conception du néolibéralisme de l'État, même s'ils n'utilisent pas nécessairement ces mots-là, même s'ils ne sont peut-être pas complètement conscients qu'ils s'en vont là-dedans, mais dans les trois cas, ils proposent des mesures qui arrivent à un État qui est plus néolibéral. Et là, je vous propose une définition du néolibéralisme qui s'inscrit assez bien dans la conversation qu'on a tous les trois. C'est-à-dire, c'est un État où on va avoir moins de social, plus de marché. C'est l'illusion de la rationalité du marché comme mécanisme d'une restructuration qui va profiter à tout le monde, mais en fait, comme on l'a un peu mentionné tantôt, qui profite en fait à une certaine partie de la population et non pas à l'ensemble. Mais cette rationalité devient la base d'évaluation pour tout. Et pour arriver à ça, une des choses qui est importante avec le néolibéralisme et une des raisons pourquoi c'est si dur de se battre contre ça et une des raisons pourquoi c'est si dur de rebondir sur la crise à notre avantage, c'est le travail de fond qu'il y a eu depuis des années sur la redéfinition des termes et la transformation de l'imaginaire collectif qui fait que même nous qui sommes à gauche, on va présumer que tout le monde ici se considère comme à gauche, que même nous, à gauche, on finit par se battre sur le terrain de nos adversaires en utilisant le vocabulaire de nos adversaires et les concepts de nos adversaires. Je vais vous donner un exemple là-dessus. On a eu le budget qui a été sorti la semaine dernière. Les CPE vont augmenter de 1 à 2 $ dans les prochaines années. Et comment est-ce que la gauche réagit de la première manière? Elle réagit en disant « oui, mais… » peut-être que les coûts augmentent du côté des CPE, mais quand on regarde l'argument économique, à court terme, chaque dollar qu'on investit dans les CPE, il nous revient 1,04 $, donc c'est profitable. Et on oublie du même coup, ou on laisse de côté du même coup, la vraie raison pour laquelle on a mis les CPE, en tout cas, j'étais pas là, mais c'est ce que j'imagine, et c'est ce que toutes les études que je vois sur l'éducation à la petite enfance nous disent, c'est que lorsqu'on investit dans la petite enfance, il va y avoir des impacts à long terme sur ces enfants-là. Oui, bien entendu, c'est fantastique. Les parents peuvent retourner au travail, on ne se cachera pas. Les mères vont retourner au travail de manière plus efficace, ils vont maintenir leur lien d'emploi. Et ça,
c'est profitable et c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont des enfants. Mais en plus, les enfants vont avoir des conséquences dans le futur. Il va y avoir un taux de diplomation qui va être plus élevé, un accès à l'université qui va être plus élevé, il va y avoir une réduction de l'emprisonnement, il va y avoir une réduction de la délinquance, il va y avoir une réduction des grossesses non prévues. Il y a des statistiques qui ont été faites sur des études, sur un ensemble de juridictions, d'États où ils ont mis en place des garderies. Bon, c'est arrivé. Bref, plutôt que de regarder coût-bénéfice, on pourrait regarder sur quel genre de société on veut et qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme société dans le futur, mais on se retrouve sur le terrain de la rationalité économique aussi pour nous battre contre les tenants du néolibéralisme. Donc ça, c'est un gros aparté pour dire le monde dans lequel on vit a été transformé dans l'imaginaire et on finit par, même à gauche, se retrouver dans cet imaginaire-là duquel il est très difficile de sortir. Et si on veut s'en sortir, il va falloir trouver une manière de décoloniser l'imaginaire et réintégrer dans la société une vision qui est différente. Donc, l'État néolibéralisme, de l'État néolibéral, pour arriver à le changement de direction qu'il y a eu, ce n'est pas une réduction de l'État comme plusieurs personnes le pensent. Même on le sait, après que Bush soit arrivé au pouvoir, il avait promis, je vais dégraisser l'État, je vais changer tout ça. Il a coupé dans un ensemble de secteurs, mais il a investi dans un ensemble d'autres secteurs. Finalement, l'État américain est devenu encore plus gros. Même chose avec à peu près tous les politiciens qui sont arrivés au pouvoir en ayant un agenda néolibéral. C'est une transformation de l'État et c'est un État toujours aussi gros, sinon plus, mais différent. Et il y a quatre modes de cet État néolibéral-là, selon nous: l'État facilitateur, l'État distributeur, l'État compétitif et l'État sécuritaire. L'État facilitateur, c'est pour faciliter les investissements privés, attirer les investissements étrangers. L'État devient une espèce de lubrifiant à l'investissement et se positionne comme son rôle, un de ses rôles importants, c'est de devenir séduisant fiscalement, se comparer avec les autres États en disant « je pourrais bien faire quelque chose comme un projet de société, mais qui est intéressé à investir dans un projet de société ou à investir dans un État quand la seule chose qu'ils ont, c'est un projet de société, ça ne nous intéresse pas. » Donc, il va essayer pour attirer ces investisseurs-là, en plus de créer un climat fiscal intéressant, offrir des subventions, des prêts sans intérêt et essayer de faciliter l'injection d'argent dans l'État. La deuxième fonction, c'est l'État distributeur. L'État devient plutôt que d'être celui qui décide un peu du mode dans lequel on s'inscrit comme État, l'État va devenir plutôt comme un pivot. Un pivot qui va prendre des contrats et les distribuer à d'autres personnes. Il distribue les contrats, il distribue les mandats et devient un gestionnaire de mandats plutôt qu'un maître plutôt que d'être un chef d'orchestre vraiment qui regarde tout ça. Il fait juste comme dispatcher pour s'assurer que tout le monde est... Il prend le relais en fait de l'entreprise privée pour stimuler l'économie, mais d'une manière qui est vraiment... je fais juste distribuer et gérer les contrats. Et c'est là aussi qu'on voit un peu la perte d'expertise, parce que plutôt que d'avoir des experts, des ingénieurs à l'intérieur de l'État, on va engager une personne pour engager un ingénieur. Et c'est là aussi qu'on commence à voir que l'État néolibéral n'est pas une réduction d'État, mais une transformation, parce qu'au final, il faut avoir le même nombre de fonctionnaires, c'est juste que ces fonctionnaires-là font un emploi qui est bien différent. Il ne fait pas le travail réel, il fait un travail de gestion. Ensuite, il y a l'État compétitif, où l'État devient... il gère le privé comme le public, et en même temps, il demande au privé de s'occuper du public. Et en faisant ça, donc, on se retrouve à avoir la nouvelle gouvernance et avoir la concurrence entre les établissements, mais aussi à l'intérieur même des établissements. L'IRIS a publié une note sur la gouvernance en santé la semaine dernière, et un des exemples que le chercheur donnait pour expliquer un peu l'absurdité de ça, c'est dans un hôpital, à un moment donné, avec la méthode Lean, Toyota, où on essaye de savoir, on essaye d'enlever tous les petits irritants pour pouvoir faciliter le plus le travail, et on vous dit ensuite, ça vous prend 8 minutes pour faire un bandage d'artiste. Et il est arrivé dans un établissement qu'on leur a dit, un établissement où il y avait beaucoup de bandages qui se faisaient. On s'attend avec cette méthode-là, étant donné qu'on réduit, on enlève tous les irritants,
vous devriez être en mesure de faire 200 bandages dans la journée plutôt que les 150 que vous faisiez avant. Pas de problème. Les gens qui travaillent dans ces établissements-là se sont mis à faire des bandages. Les administrateurs ont reçu les statistiques, ont vu qu'il y avait une augmentation sensible des bandages qui étaient faits. Tout le monde était heureux, on fait la vague. Mais sur le terrain, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que une des raisons qui expliquait l'augmentation des bandages, c'est que certains bandages se faisaient de manière trop rapide. Et une personne qui avait le bandage qui durait toute la journée devait se faire refaire le bandage dans la journée. Mais le nombre de bandages a augmenté, alors tout va bien. Donc, on peut s'entendre tout le monde que le secteur public, dans son mandat social, n'a pas la même rationalité que justement la construction d'une voiture. Mais on rentre dans cette logique-là. L'État doit être compétitif, on doit s'assurer d'en avoir pour notre argent. Je prends aussi l'exemple d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, qui fut un temps, était une entreprise qui était rentable. Et ensuite, on l'a divisé en 3, qui s'occupe du transport, qui s'occupe de la distribution, qui s'occupe de la production. Et à cause de cette division-là, alors que la production était très, très lucrative, donc on pouvait déplacer le profit, on regardait le profit général, même si la distribution était un peu à perte, on faisait tellement d'argent avec la production, c'était pas grave. Mais là, maintenant, il faut que chaque secteur séparé soit profitable et soit profitable à des pourcentages qui sont quand même assez élevés. Donc, production continue à faire des profits qui sont énormes. Pendant ce temps-là, le transport et distribution réussissent à avoir un profit, augmentent les frais d'électricité pour avoir un profit. Ah oui, c'est le profit, c'est le bénéfice. Ils doivent avoir un bénéfice de 10 à 12 %. Donc, ensuite, on se retrouve avec l'état de compte, les états financiers du Québec qui sont énorme parce qu'on a décidé qu'il y avait une compétition qu'il fallait ajouter de la compétitivité dans chaque petit module d'Hydro-Québec pour pouvoir faire le plus d'argent là-dedans. Cet état compétitif-là transforme aussi le citoyen en client, en consommateur. Et toute relation avec l'État n'est pas une relation simplement, ça devient une transaction. Et on peut revenir avec les CPE, ça coûte de l'argent, vous l'utilisez, c'est à votre avantage, c'est normal que vous payiez plus. Et c'est une logique qui s'intègre de plus en plus dans les gens. Les gens commencent à l'accepter et on vient un peu avec, même à gauche, des fois on se dit oui, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher, je devrais peut-être payer un petit peu plus pour aussi. Le dernier le dernier mode de l'État néolibéral que nous on défend, c'est l'État sécuritaire. On pense un peu caricatural, c'est un peu caricatural, mais à Gamma, qui a été mis en place pour s'assurer de pouvoir surveiller les méchants marginaux anarchistes. Il y a des présences accrues des policiers lors des manifestations d'opposition, mais il y a surtout je ne sais pas comment dire, mais la manière que l'État regarde l'opposition publique, l'opposition populaire est toujours regardée comme si on ne comprenait pas. On a mal expliqué, il ne possède pas l'information. S'il y a une opposition populaire, c'est un peu comme des enfants. C'est très paternaliste, très, très paternaliste. Et on se retrouve, il faut le dire, là, je parle de l'État néolibéral comme de l'État, mais l'État néolibéral, c'est aussi un mode d'aide à la société au complet. Et si on regarde comment les médias interprètent l'opposition populaire aussi, eh bien, tout devient un prétexte d'être pris en otage. Peu importe comment vous faites votre opposition, que ce soit en bloquant un pont, et là vous prenez en otage les gens de banlieue, que vous fassiez une manifestation devant l'université est prise en otage, ou même si vous décidez d'inonder une tribune téléphonique avec votre opinion, alors là, vous avez pris en otage la tribune téléphonique. L'opposition, le seul endroit où l'opposition peut s'inscrire, le seul moment, c'est si on rentre dans la structure et qu'on fait partie de cette grosse machine étatique de passer dans la hiérarchie. Sinon, toute opposition, all opposition is futile. Toute résistance est futile, voilà. Donc, en fait, ça fait pas mal le tour des 4 façons que nous, on voit l'État néolibéral. Et peu importe les partis qui cherchent à avoir le pouvoir, dans les 3 cas que j'ai nommés tantôt,
cet idéal d'État qui est un État qui est dépolitisé d'une certaine manière, c'est là-dedans qui ont envie de s'inscrire. Et c'est aussi un État qui va favoriser justement l'accumulation pour une certaine classe et qui, en ayant cette dépolitisation de l'espace public et de notre rapport à l'État, fait qu'on n'a pas beaucoup de prise pour pouvoir s'opposer et qu'on n'a pas beaucoup de prise pour essayer de changer les choses et de changer le cours de l'État pour qu'il revienne à notre avantage. Ça va bien.